Eh bien, salut à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très particulière puisque aujourd'hui je vais vous présenter un peu la partie que j'ai jouée contre Fabien Libiszewski. J'espère que je prononce bien son nom, qui est un grand maître international français d'un niveau 2500 Elo en feed classique. Donc c'est quand même un très très haut niveau. J'ai eu la chance de le rencontrer dans le cadre d'une partie simultanée. Vous savez, c'est ces parties où un grand joueur joue 20, 10, 20, 30, 40, ça dépend un peu des contextes, mais parties en même temps. Il faut savoir qu'il était accompagné ce soir-là d'un autre grand maître international qui est Sébastien Mazet, également français et également 2500 Elo et même un peu plus, toujours en FIDE. Et ils ont joué deux simultanés. Chacun en joué une de 20 parties. Et vous verrez en fin de vidéo qu'il y a une anecdote, puisque Sébastien Mazet, ayant fini plus rapidement ses parties, il est venu jouer dans la simultanée de Fabien, ce qui a fait que j'ai dû jouer à un moment donné contre les deux grands maîtres dans cette même partie que je vais vous présenter maintenant. C'était vraiment une soirée, pardon, tout à fait exceptionnelle, évidemment, très inspirante. Les deux grands maîtres étaient très très accessibles, très sympathiques. Tout le monde s'est très bien amusé. Voilà, donc je vais vous montrer un peu ma partie. Alors, j'avais les noirs. Comme souvent dans les simultanés, les grands maîtres jouent avec les blancs pour une question de facilité et pour avoir plus ou moins le même type, grosso modo, de partie, on va dire. Ça les met dans un plus grand confort. En parlant avec mon coach, Dino Chess, avec qui j'ai évidemment analysé cette partie, il m'expliquait qu'en réalité, les grands maîtres voulaient avoir un certain confort parce que ils vont perdre en fait. Ils perdent des parties dans le cadre de cet exercice très particulier, même contre des joueurs nettement inférieurs sur papier à eux. Dans notre simultané, d'ailleurs, il y a eu une ou deux défaites des grands maîtres. Et il venait d'ailleurs pour une semaine en Belgique. Ça s'est passé cette simultanée-ci à Bruxelles, mais il y en a une autre qui s'est déroulée à Namur. Et dans ces 4 simultanées en tout, donc, hein, 2 par soirée, ils ont perdu l'équivalent de 4 à 6 parties, je pense, contre des joueurs qui avaient un niveau 2000, 2100 Elo maximum, je pense, voire même un peu moins. Parce qu'en réalité, comme on joue plusieurs parties en même temps, une vingtaine, eh bien, c'est quand même très difficile, même pour un grand maître, de les gagner toutes. Et pour l'anecdote, vous verrez en fin de vidéo que on a même cru, avec nous les 10 joueurs qui restaient dans la simultanée, les 10 dernières parties, qu'on allait pouvoir réaliser des parties nulles pour des questions de timing. Vous allez comprendre pourquoi. Alors c'est parti pour l'analyse. Donc j'avais les noirs. Alors moi je m'attendais à du E4 et du D4. Et évidemment c'était la troisième alternative, c'est cavalier F3, en sachant que en fait ce sont les trois coups les plus populaires, les plus joués, je vais dire même presque à tout niveau. Soit c'est E4, soit c'est D4, soit c'est cavalier F3. Donc là, moi j'ai opté pour une réponse assez classique, d'attente, j'ai envie de dire. Alors j'aurais pu faire cavalier F6, mais j'ai joué D5 parce que c'était l'option qui me ramenait dans ce que je connaissais le plus. Vous allez voir. Évidemment, on ne peut pas faire E5, sinon on perd tout de suite le pion qui n'est pas protégé, n'est-ce pas? Et donc voilà, moi j'ai fait D5. Il a suivi sur D4. Très content, ça rentre dans une ligne que je connais mieux évidemment. C'est comme s'il avait fait D4 que j'avais fait D5, puis qu'il avait fait cavalier F3. Donc on transpose, si on veut, pas encore, mais on est en train d'aller vers une partie une position avec laquelle je suis beaucoup plus à l'aise. Et donc je suis dans une position similaire. Je fais cavalier F6. C'est un coup d'attente aussi, de voir ce qu'il va faire. Après, il peut soit envisager de faire comme un gambit dame ou un système de Londres éventuellement. Et donc là, je suis un peu libre, moi, d'attendre et de voir ce qu'il va faire.
Et il me fait cavalier fou F4, pardon, qui rentre dans le fameux système de Londres, où il va probablement ensuite pousser E3 et jouer soit avec, par exemple, C3, voire éventuellement C4. Et là, là, je suis assez content, puisque ça fait partie des lignes théoriques que je suis en train d'étudier, évidemment, parce que à mon niveau, actuellement, là, j'ai 1630 points Elo sur chess.com, format rapide 15-10. Eh bien, vous avez besoin d'un peu de théorie pour progresser. Donc là, la théorie, alors la théorie, une des lignes théoriques, c'est d'attaquer assez rapidement D4. En poussant C5, en sachant qu'on ne craint pas la prise, puisqu'on va récupérer ce pion plus tard, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est l'idée générale de cette attaque rapide sur le pion D4. Et d'ailleurs, évidemment, notre ami Fabien sait bien tout ça, beaucoup mieux que moi, et il a décidé évidemment de ne pas prendre ce pion, et de pousser E3. Ok, pour libérer évidemment son fou. Alors certains joueurs, et ça fait partie des lignes possibles, moi je ne l'ai pas faite parce que voilà, j'ai pas trop travaillé cette ligne-là avec mon coach, mais vous pouvez très rapidement vouloir échanger ce fou si vous avez envie, en faisant assez rapidement cavalier H5, parce que évidemment on voit que ce fou n'a pas vraiment de case pour se sauver. Alors vous n'allez pas le gagner, mais vous allez pouvoir l'échanger, et on sait qu'un fou, si on peut prendre un fou contre un cavalier, ça peut être intéressant, puisqu'un fou est généralement considéré comme un peu plus fort qu'un cavalier. Et donc s'il n'a pas envie de se faire échanger son fou, qui vient par exemple ici, vous pouvez continuer comme ça, et vous allez finir par pouvoir échanger ce fou. Ok, moi je ne suis pas rentré dans cette ligne-là, mais ça peut être une ligne tout à fait intéressante. Je sais qu'il y a des joueurs qui jouent cette ligne-là. Donc moi j'ai simplement fait... alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah oui, alors là, c'est déjà une petite imprécision, en tout cas par rapport à ma ligne. Il faut savoir que normalement, je dois savoir qu'il faut tout de suite faire cavalier C6 ici pour accentuer la pression sur ce pion. Il faut se rendre compte aussi que la simultanée, quand votre adversaire, grand maître, passe devant vous, vous devez jouer, absolument. Sinon, ça dure une éternité. C'est une partie qui se joue sans chronomètre, sans pendule, et donc vous avez le temps de réflexion est lié évidemment aux autres parties et au temps que va mettre le grand maître pour jouer les 19 autres parties en même temps. Donc, visuellement, vous voyez où est le maître et où il avance dans la salle, et vous dites, ok, à partir du moment où il arrive à tel moment, 5-6 parties avant vous, il faut que vous ayez décidé de choisir votre coup, quoi, d'avoir décidé de votre coup. Et donc ici, je pense que j'étais un peu perturbé, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai tout de suite voulu sortir mon fou. Il faut savoir que dans ce type de structure, on a, enfin de position, on a très envie, en tout cas moi, j'ai une forme d'inquiétude comment dire, d'avoir peur de sortir mon fou trop tard. Et donc j'ai sorti tout de suite. Ce qui n'est probablement pas la meilleure position ici. Probablement qu'il aurait été mieux en F5 et d'avoir une position vraiment symétrique. Mais bon, c'est un détail, je pense, en tout cas à mon niveau. Toujours est-il que cavalier C6 aurait été plus intéressant en termes positionnels, un peu, c'est un peu mieux comme position. Mais bref. Tout ça pour dire que voilà, vous êtes un peu pressé quand même par le temps, même si dans cette simultanée, Fabien prenait assez bien son temps. D'ailleurs, ça fait très plaisir. Pour l'anecdote, à un moment donné, je ne sais plus à quel coup, il a bien mis 1 minute avant de choisir son coup. J'étais étonné, j'étais là, je le regardais, il était là, c'était pas à ce moment-ci, mais il a pris bien son temps de réfléchir pour jouer son coup. Ça fait toujours plaisir qu'un grand maître doive réfléchir un peu quand il vous affronte, évidemment. Alors, là, il fait ce coup que j'ai rarement rencontré. On comprend bien le principe, hein. Si tu viens me prendre mon cavalier, je vais reprendre avec mon cavalier. Et au final, j'ai 2 pièces bien placées, développées pour une seule, avec un cavalier qui
à cette belle case ici E5 dans ce type de défense, enfin de position. Voilà tout à fait l'idée de ce cavalier-là. Ok, donc moi alors, je ferme tout de suite la position entre guillemets, c'est-à-dire que je crée cette fameuse structure qu'on retrouve souvent dans les défenses slaves, dans les défenses caro-can, avec cette chaîne de pions très solide, d'accord? Donc tout de suite je protège D5 pour ne pas avoir de problème, et évidemment je permets à mon fou de reprendre ici en C5 si d'aventure il venait à vouloir prendre ce pion. Ok, alors il continue avec C3, c'est de nouveau un coup évidemment très théorique, très souvent joué, pour consolider lui aussi, se créer cette fameuse pyramide de pions très solide avec un fou qui va évidemment venir ici, comme souvent dans le système de Londres. Je développe mon cavalier en C6 dans la logique déjà dite précédemment, mettre la pression au centre et simplement développer les pièces pour activer ces pièces pour simplement développer son jeu. Ok, alors là, ce coup dame à 5 m'a complètement surpris. Et c'est là qu'intervient la notion de timing. Donc déjà, ce coup me surprend. Donc j'ai déjà un peu une espèce de petit choc dans ma tête. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce coup? Je ne l'ai jamais rencontré. Et donc là, je mets bien 1 minute à encaisser ce coup. Et Fabien avance dans cette salle. Je vois déjà qu'il est quasi en face de moi. Donc j'ai plus que la moitié de mon temps de réflexion. Et je pense tout de suite, je ne sais pas pourquoi, à aller échanger les dames. Alors que je sais que ça ne se joue pas vraiment dans ce genre de partie, mais vous êtes à un moment donné pris par vos émotions, vous êtes surpris par ce coup, et je me dis, mais je vais aller échanger les dames. Et alors pourquoi je vais échanger les dames? Je vous explique. Dans cette variante, il y a toujours cette possibilité de cavalier-là qui vient mettre une pression supplémentaire sur un fou, sur un cavalier qui est donc cloué, et qui pourrait d'ailleurs être cloué une deuxième fois par ce fou-là. Et c'est vrai que j'ai peur, à tort, de me faire de toute cette variante-là, alors qu'en réalité, j'aurais pu faire tout simplement A6 tout de suite, qui aurait empêché toutes ces menaces. Voilà, comme quoi les émotions peuvent nous jouer beaucoup de mauvais tours. Et je joue ce coup dame A5. Non, pardon, avant de faire dame A5, j'échange le cavalier, parce que de toute manière, dans ce genre de variante, ce fou-là n'est pas très actif, n'a pas beaucoup vraiment... enfin, dans mon esprit en tout cas, je ne vais pas dire qu'il ne sert à rien, mais avant il clouait le cavalier, c'est plus le cas. Donc ici j'échange, je sais pertinemment bien que cet échange est favorable au blanc, puisque en fait il active une pièce qui positionne une pièce sur une très bonne case, et pour plus tard probablement venir sauter ici en E5. Voilà. C'est alors que je fais ce coup dame A5. Dans mon esprit, je force un peu l'échange de dames, sinon il doit bouger sa dame et il perdrait quelque part un petit tempo. Ma dame étant pas trop mal mise, elle pourrait toujours revenir ici. Mais ici, je ne vois pas une tactique. C'est là ma limite actuelle, c'est que j'arrive à voir des coups, calculer des variantes de 2 coups, et après j'ai tendance à oublier d'aller plus loin. Et donc je me dis, ok, bah, s'il me prend ma dame, je reprends sa dame. Égalité, d'accord? J'ai échangé les dames, c'est sûrement pas à mon avantage contre un grand maître, mais enfin, voilà, pourquoi pas. Et on joue aussi une finale sans les dames, c'est une manière d'apprendre aussi une nouvelle manière de jouer, une position différente, puisqu'on a fort tendance à vouloir garder sa dame en général. Mais ce que je ne vois pas, et que je verrai heureusement à temps, c'est que après cet échange, il faut essayer de visualiser, c'est que si il prend mon pion, moi je me dis, ben, je peux simplement reprendre du fou. Sauf que j'ai une pièce ici, un fou et un cavalier là, et qu'il a simplement la fourchette B4, que je n'ai pas vue au moment de jouer dame A5, évidemment.
C'est la limite actuelle, à mon avis, d'un 1500, 1600 Elo, c'est en tout cas pour moi, de ne pas aller calculer jusqu'à 3 coups. Visuellement, je peux le faire, je pense, mais j'ai pas pensé à le faire. Il y a le temps aussi qui joue en ma défaveur. De nouveau, on doit jouer quand même, on a 3 minutes maximum de réflexion. Bon, bref. Lui, il a compris, évidemment. Il a joué ce coup très rapidement. Il prend ce pion. Et c'est là, quand il prend mon pion, que je me dis, ok, j'ai compris. J'ai vu là, à ce moment-là, puisque là, j'ai pas besoin de calculer 3 coups, qu'il y a tout de suite la fourchette. D'accord. Et donc là, je reviens en arrière avec mon cavalier qui est quand même très mal placé. J'ai pensé à les mettre là, mais il peut me le chasser très rapidement. Il pourrait même me l'échanger avec un pion là qui est quand même assez isolé. Donc j'étais pas convaincu. À l'analyse avec Dino, il m'a dit, écoute, quand tu es comme ça en position un peu défavorable, tu as perdu un pion, joue à fond l'initiative. Et c'est un principe qu'on peut essayer que vous pouvez appliquer dans vos parties, que moi je vais commencer à appliquer dans mes parties, c'est que si vous êtes en retard matériel ou même positionnel, jouez l'activité à fond pour créer des menaces. Et on ne sait jamais qu'à un moment donné, ça peut passer, parce que votre adversaire se sent un peu attaqué, il doit défendre, ou il doit faire plus attention, plutôt que de jouer dans un fauteuil, comme ça a été le cas ici dans la suite de la partie. Donc par exemple, ce coup-ci permet d'attaquer ce pion-là. Si il pousse B4, ce qui va se passer. Et on a un cavalier qui est quand même très très bien placé, en plein centre du jeu, donc très actif. Et que s'il avait fait évidemment B4 tout de suite, on peut revenir en arrière, d'accord, et on a quand même l'impression toujours, il y a un problème sur C3. Voilà. Alors, mais on va revenir à la partie. Je fais cavalier C6, je me repositionne déjà parce que je sens qu'il va faire B4 de toute manière, hein, ça a beaucoup de sens, ce qu'il fait tout de suite. Avec, voilà, un peu les plans de jeu possibles, aller mettre son cavalier là, son fou ici, éventuellement le retirer là en retrait si je pousse, etc. Donc moi j'anticipe ça, je le vois quand même, j'ai pas envie de ce fou à 6, mon roi est pas encore prêt de roquer, je veux pas me faire ennuyer. Donc je fais A6 et j'empêche aussi, ou en tout cas je limite l'action là, parce que s'il pousse là en B5, je suis content d'échanger, ça ferait une position, imaginons comme ça. Je suis pas sûr que... Moi je suis assez content qu'il ait 2 pions doublés là, même s'il ouvre une colonne. Mais moi j'ai aussi une colonne ouverte. Donc voilà, même si lui il va là, il a une colonne ouverte. On a chacun notre colonne ouverte. Ça me dérange pas. Évidemment, les blancs sont quand même bien, hein. Ils vont peut-être pousser là, ils vont avoir cette structure pion fou très très solide. Mais ok. C'est pas ça qui s'est passé. Alors c'est ici que j'ai commencé à jouer des coups de cavalier un peu imprécis. Donc pour vous donner un ordre d'idée, dans Chesscom, j'ai été vérifier l'évaluation de la partie. Chesscom me donne une évaluation de 85% pour les noirs, donc pour moi dans la partie. Lichess, c'est plutôt 91%. Voilà, évidemment, Fabien, il était au-delà de 92, 93 sur Chess en termes d'évaluation pour les blancs, et je pense 97 sur Lichess. Et évidemment, ça fait partie de ces petits coups qui sont vraiment pas géniaux. Même à 6, par exemple, c'est là. Oui, sur Chess, à 6, voilà, il dit c'est faible. Il valait mieux faire tout de suite ici le plan qu'on avait déjà avant. Cavalier E4 pour attaquer C3. Ok, donc pour vous dire, sur Chess, ils disent que j'ai fait 3 erreurs. Le fameux Dame A5, le A6, et puis un coup un peu plus tard, Cavalier E7, qui est le coup suivant. Donc, évidemment, ici, il développe très bien cette pièce. Regardez ce fou, comme il est magnifique. Et comment je vais attaquer ce fou, je n'en ai aucune idée. Ça ne sera pas possible. Regardez ce fou ici, qui est aussi une belle case possible ici, à un moment donné ou à un autre. Ici, donc c'est la position blanche est vraiment très très belle, hein, avec on voit les pièces beaucoup plus actives que celles des noirs. Ouais, là il a décidé de pousser E4, évidemment. Pourquoi? Ici il peut pas pousser E4, d'accord,
puisque j'attaque 2 fois, je contrôle 2 fois cette case. Mais à partir du moment où je fais ce coup de cavalier, pourquoi j'ai fait ce coup de cavalier? Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Est-ce que je voulais essayer de mettre une pression là et l'empêcher de pousser? C'est possible. Je vous avoue, je ne me rappelle plus bien de ce coup-là. Du sens de ce coup-là. Toujours est-il qu'il fait ça, et là, j'ai pas fort le choix. En fait, si j'aurais pu. J'ai pensé prendre, mais je me dis, si je prends, visualisons, il met son fou là. 2 fous en plein centre de l'échiquier, difficilement attaquable, enfin attaquable, mais vraiment très bien placé, avec un fou sur une diagonale qui mettrait une très grosse pression sur mon cavalier et derrière sur B7. J'avais pas envie de ça. À l'analyse, j'aurais dû, parce que en réalité, ce que je vais faire, ne pas prendre, va lui permettre de prendre. Voilà, cavalier E7, c'est pas bon. L'erreur, alors, sur Chess.com, il disait cavalier F6, par exemple, ici. Ouais, c'est-à-dire revenir en F6, hein. Ou bien vous montrer que le cavalier D7 d'avant, ici, était pas bon, hein. Bref, ici je joue très passif, je ne sais pas trop quoi faire. Vous voyez l'avantage aussi d'espace des blancs. Moi je joue dans 3 ou 4 colonnes, alors que 3 ou 4 rangées, alors que les blancs sont très très bien sur la 4e, ont déjà un pion sur la 5e. Ils ont plus d'espace, ils sont mieux, hein. L'évaluation là déjà est à +3, je pense, pour les blancs. Et vous remarquerez que là, je commence à avoir des problèmes pour roquer. C'est la raison pour laquelle je fais cavalier G6, en me disant, je vais pouvoir mettre mon fou là, et je vais vite roquer avant d'avoir des ennuis, parce que je sens bien qu'il va ouvrir cette colonne, il va mettre une tour là, et il va pouvoir jouer sur la colonne E. Il faut vite que moi j'aille aussi sur cette colonne E avec mes tours. Donc là, en plus, j'attaque son fou, évidemment. Donc ça, il le retourne. Fou qui n'est pas protégé. Donc évidemment, il l'enlève. Je fais ce coup-là en me disant tout simplement, il va prendre, je vais reprendre, il va faire tour 1, et je vais roquer. Et je serai un peu sauvé parce que là, j'ai quand même mon roi au milieu de l'échiquier, sur les colonnes centrales. Et ça va pas pouvoir marcher très bien cette affaire, je vais avoir des ennuis. Et donc à ce moment-ci, je suis assez confiant. Sauf que j'avais pas calculé une tactique que j'ai heureusement vue, mais bon, malheureusement tardivement, c'est que ici, je comprends qu'après tour 1, je ne peux pas roquer. Parce que si je roque, on va d'abord essayer de le visualiser. Vous allez me dire, il ne peut pas me prendre mon fou. C'est ça mon calcul, parce que mon cavalier reprend. Sauf qu'il peut d'abord, après le roc, prendre mon cavalier. Tactique, élimination, suppression du défenseur. Ce cavalier défend mon fou, mais si on l'élimine, mon fou sera plus défendu. Donc s'il prend mon cavalier, je suis bien forcé de le reprendre, sinon je perds une pièce. Et ensuite, tour prend E7, j'ai perdu mon fou. Donc ça, je le vois. Encore une fois, trop tard, c'est comme le dame à 5. Vous voyez, j'arrive à avoir 2-3 coups, mais pas le 4e, pas le 3e. Je m'en rends compte. Et comme j'ai envie de sortir de ce vis-à-vis, je bouge mon roi, je fais roi D8. Ça commence les coups. Alors l'ordi ne dit pas que c'est un très mauvais coup, mais évidemment, on sent bien que ce roi est très mal positionné, je ne vais plus pouvoir roquer, ça commence à vraiment être très délicat comme situation. Vous voyez la magnifique diagonale de ce fou, et mon roi est au milieu là, empêche la connexion des tours. Là, je sens sur ce coup-là que ça peut se terminer rapidement. Heureusement, Fabien prenait beaucoup de temps pour jouer toutes ces parties, donc ça a duré. Bon, là, il positionne son cavalier de manière plus centrale. On voit qu'il va pouvoir à un moment donné pousser, arriver ici. Alors, qu'est-ce que je fais là? Oui, il y avait l'autre menace aussi. Raison pour laquelle j'ai fait fou F3, c'est qu'il peut venir ici. Et attaquer G7, pardon.
C'est quand même... Et je ne sais pas l'empêcher d'aller là, puisque je ne peux pas pousser là, je suis bien coincé. C'est la raison pour laquelle je fais fou F6, parce que fou F6, s'il vient là, je protège G7. Et en plus, j'attaque C3. Donc j'étais assez content de mon coup. Coup de défense active, on va dire. Mais c'est alors qu'il fait ce coup-là. Évidemment, puisque avec ce cavalier, il contrôle maintenant cette case-là. Donc, j'ai pas envie que ce cavalier arrive là, donc plutôt que de faire cet échange-là, je vais éliminer son cavalier. Et je me dis bêtement, il va reprendre mon fou. Mais évidemment, les grands maîtres, ça pense différemment de nous. Et ils pensent au fameux coup intermédiaire. Je vais reprendre ton fou, mais avant ça, je vais d'abord prendre ton pion. Comme ça, ta position va être encore moins bonne qu'avant et tu vas devoir, toi, bouger ta tour qui sera attaquée. Donc, il prend mon pion. J'ai 2 pièces attaquées. Et évidemment, je sauve la pièce la plus importante qui est mon fou. Qui est ma tour, évidemment. Ce sur quoi, évidemment, il prend mon fou. Et par ailleurs, attaque mon pion à 6. Donc ici, moi, j'ai pas trop le choix pour éviter qu'il n'aille là. Case protégée et gagner donc mon cavalier. Parce que si, évidemment, je fais, je ne sais pas moi... imaginons que je bouge... je sais pas, que je joue ma tour là. Eh bien, il pourrait faire dame. Si je prends, il prend. Et donc, j'ai perdu un cavalier. Donc, je veux pas ça. Je prends ce pion. Et il me prend mon pion. On est dans une situation où j'ai 2 pions de moins. Évidemment, ça commence à... Alors, 2 pions de moins, mais je vais récupérer B4. Je ne sais plus si... Non, je ne vais pas le prendre, parce qu'il me semblait que c'était... ça devenait très dangereux avec des tours C1 qui arrivent. Vous voyez ici la case faible. Et cette case-ci aussi. Donc, je n'ai volontairement pas pris B4. J'ai plutôt essayé d'harceler son fou. Bon... L'idée, c'est de jouer actif ici, pour le coup. Je joue un peu tardivement actif, hein, j'aurais dû jouer avant, comme ça, pour attaquer sa pièce. Donc, il est obligé de la bouger, là. D'accord ? Donc, je crée une menace. Ça force votre adversaire à ne pas continuer son plan comme il voulait. Même si, dans les faits, lui, ça a l'avantage, puisque il crée cette structure très forte, pion fou, incassable, presque, j'ai envie de dire. Et son fou est super bien placé. Regardez l'activité de ses fous sur un roi qui est complètement ceinturé. Je ne vais pas aller nulle part. Je suis vraiment coincé. Et on verra que le plan de jeu, ça va être de continuer comme ça pour accentuer la pression. Alors, je suis assez content de trouver ce coup-là, qui non seulement l'empêche de faire ce genre de coup, alors il ne va pas le faire tout de suite, mais il pourrait le faire. Et puis, j'ai une possibilité d'aller là sur une belle case, un peu inattaquable, et je suis assez satisfait de ce coup. Mais bon, nous jouons un grand maître, la satisfaction ne suffit évidemment pas. Alors lui, il fait un peu la même chose, il m'attaque mon fou, alors en soi c'est pas dramatique, mais je peux bouger ma tour. Il continue à m'embêter, je mets ma tour sur une case qui me semble la plus intéressante. Il continue en fait à simplement bien placer ses pièces. Regardez ça, c'est cette position avec ces fous pions protégés qui sont terriblement puissants dans ma défense, quoi. C'est beau, c'est beau. Alors moi, je commence à activer ma dernière pièce quand même, et je menace quand même de prendre sa tour. Évidemment, il va le voir. Alors, c'est bientôt ici que notre ami Sébastien Mazet, qui était de l'autre côté et qui a joué ses parties beaucoup plus rapidement. Pour l'anecdote, à un moment donné, on s'est regardé entre joueurs dans la simultanée et ça parle un peu, hein, c'est assez sympathique. On se dit, ah tiens, comment ça va ta partie? Alors on discute un peu. Et alors, à un moment donné, on voit que les parties de Sébastien, en fait, il y en a plein qui sont finies, quoi. Il reste, je sais pas... plus ou moins à ce moment-là, il restait déjà plus de 2-3 parties. Alors que chez nous, il en restait encore une bonne dizaine.
En fait, Sébastien Mazet a beaucoup joué très rapidement. Il jouait à un moment donné tempo, presque plein de coups. Et donc, il avait 10 coups d'avance sur notre simultané. Donc, au moment où nous, on était au 26e coup, de l'autre côté, il était déjà au 36e coup, et donc il y avait plein de parties terminées. Et c'est là l'anecdote aussi, pourquoi est-ce que Sébastien Mazet est venu jouer dans la simultanée de Fabien Libichevski? C'est parce que les organisateurs avaient réservé 3 heures de partie, en se disant, ben, il y a large assez pour jouer. Mais là, on arrivait tout doucement, il restait, je pense, 45 minutes, et il y avait vraiment le risque qu'on ne termine pas à temps la partie. Et donc, ils ont demandé d'abord aux joueurs d'arrêter de discuter, et les GM avaient un peu plus de pression pour jouer plus vite. Et du coup, Sébastien Mazet est venu jouer les parties de Fabien. Ce qui est donc, à partir d'ici, on jouait tous les 2 joueurs en même temps. Donc un coup c'était Fabien, un coup c'était Sébastien. Et donc ici, au 27e coup, ce coup-ci, c'est un coup de Sébastien. Donc c'est impressionnant, hein. Les GM, ils arrivent, ils regardent la position, il a réfléchi 2-3 secondes pour jouer ce coup-là. Donc il a tout de suite compris que c'était ça qu'il fallait faire, en tout cas que c'était un bon coup. Bon, là, facile, j'ai qu'à reprendre. Le problème, c'est que là, il reste plus que 10-12 joueurs, et on joue contre les deux GM, et donc on n'a plus que 30 à 45 secondes de réflexion entre chaque coup. Donc la partie s'accélère vraiment très très fortement. Et alors, voilà, donc ça va s'accélérer et plus rapidement se terminer. Ceci dit, petite anecdote de nouveau ici. Donc, c'est à Fabien à jouer. Fabien arrive, il regarde la position et il pense très sérieusement jouer à 4 ici. Je vois qu'il veut jouer à 4. Mais, finalement, il change d'avis et il joue G3. Pourquoi? Pourquoi est-ce que s'il avait joué à 4, ça n'allait pas? À votre avis? C'est un thème de maths très classique. Quand vous avez un roi emmuré derrière ses pions, avec une 8e ou première rangée libre, possiblement libre si cette tour n'est plus là, il y a toujours le thème du mat du couloir. Or ici, s'il fait A4, qu'est-ce qui m'empêche de prendre ce pion? Puisque si tour prend A4, tour E1 mat du couloir. Donc il l'a vu, évidemment, et il a joué G3 pour ensuite pouvoir jouer A4 tranquillement, puisque en cas de prise, il reprend et je n'ai plus le mat du couloir puisque le roi s'échappe. Ok, donc maintenant, c'est par contre donc à moi de jouer. Là, j'ai de nouveau très peu de temps. Tout ce que je pense, c'est arrêter ces pions-là, essayer de casser un peu tout ça. Et donc, je m'amène avec mon cavalier de ce côté-là pour essayer d'un peu me défendre au mieux. Là, Sébastien Mazet arrive, paf, tout de suite en 2 secondes, A4. Il a vu que c'était ça qu'il fallait faire. On va aller mettre la pression sur le cavalier. J'anticipe ça et je me dis que je vais aller changer ce fou. Finalement, de toute manière, je vais te chasser. Fabien joue A5 et moi j'échange le fou. J'échange parce que même si je sais que j'ai bien conscience que la partie est terminée, mais je me dis c'est peut-être mieux comme ça. Il reprend du pion. On a évidemment ici 3 pions magnifiquement positionnés à 3 cases de la promotion. Je sens bien que c'est foutu. D'ailleurs, je vais sacrifier une pièce. J'amène mon roi et je vais ici sacrifier une pièce. Donc c'est au quantième coup, 33e. Ok. Là, c'est encore le coup de Fabien. Ensuite, ça c'est le coup de Sébastien qui vient me clouer mon cavalier et qui va gagner évidemment la pièce, on s'en doutait. Mais c'est toujours intéressant de voir que les GM ils pensent un peu différemment de nous, c'est-à-dire que logiquement on peut se dire je gagne un cavalier. Non, en fait je vais d'abord mettre ma tour. De toute manière ce cavalier je vais le gagner.
par ce clouage et j'active encore mieux ma tour sur une colonne ouverte. Bon, moi, je suis de toute manière ce cavalier perdu, je pousse le pion en me disant un pion qui est passé, on le pousse, donc je le pousse. Je suis bien conscient que ça ne va pas fonctionner. Et on en arrive à cette position-ci finale. Et j'abandonne ici. Évidemment, c'est perdu. Pourquoi c'est perdu? Tout simplement parce que ce pion-là menace d'aller à dame, évidemment. Il sera à un moment donné protégé par le fou une fois qu'il aura avancé. Donc imaginons que je veux, je ne sais pas moi. Déjà là, je ne peux pas aller le chercher parce que le fou contrôle ces deux cases-là, donc je ne peux même pas faire ça. Mais quoi qu'il arrive, je dois rester sur ce pion parce que imaginons que je vienne là pour aller jouer de l'autre côté. Lui, il aura beau jeu d'avancer le pion et une fois que je suis trop loin, je ne sais pas revenir sur ce pion. Donc, les noirs n'ont pas d'autre alternative ici, s'ils veulent faire durer le suspense, si suspense il y a encore, ce qui n'est pas du tout le cas, hein, c'est de rester sur ce pion. Du coup, les blancs, c'est très facile à jouer ici. Ils peuvent simplement venir avec leur roi, jouer avec leur pion, et ils vont pouvoir tranquillement manger tous ces pions en allant par devant ou par derrière, et au final, ils vont damer avec un de ces trois pions-là. Ils n'ont même pas besoin du fou, à mon avis, pour le gagner, même si ce fou bloque le pion, mais il y a moyen très simplement d'aller d'abord manger ce pion-là avant d'aller manger les autres pions. Voilà. Moment mémorable de jouer contre deux grands maîtres internationaux dans une simultanée. J'ai passé évidemment un excellent moment, c'est tout à fait passionnant. On a échangé après, Fabien est vraiment super sympa. Pour info et rappel, Fabien fait des vidéos avec Kevin Bordy, alias Blitzstream. C'est un super gars et c'est toujours intéressant d'aller voir toutes ces vidéos de Kevin et de Fabien qui sont très pédagogues, très sympas. Donc je vous les recommande. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à soutenir la chaîne, à faire des demandes particulières par rapport à cette chaîne et autres. Et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook où je publie régulièrement des conseils pour vous permettre de pouvoir atteindre les fameux 1000 Elo sur chess.com au format rapide. Voilà tout, à la prochaine. Ciao.